de nous avoir rappelé les objectifs des accords de Paris, divisés par 2 les émissions de CO2 en 10 ans. C'est considérable, donc ça montre l'urgence d'agir et la marche qu'il faut franchir. Et merci de nous avoir montré quelques pistes de contribution des ports, des infrastructures pétrolières à l'atteinte de cet objectif. Voilà, je vais tout de suite passer la parole maintenant à Nicolas Imbert pour la session suivante. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. La session suivante est une table ronde, ce qui va nous permettre d'être assez interactifs, et d'autant plus interactif d'ailleurs que j'ai été interpellé une première fois tout à fait amicalement par Georges Rivière, et que Éric Vidalinck, dans son propos, a cité plusieurs choses sur lesquelles on va revenir. Le temps que le transparent de notre table ronde s'affiche, je vais en profiter pour rappeler nos différents intervenants à se joindre à nous. J'ai vu François Lambert, délégué général du GICAN, qui va nous rejoindre. J'ai vu également Jean-Luc Stanek, directeur ACE, expert en énergie marine et houlomotrice, qui va nous rejoindre. Et je crois avoir aperçu tout à l'heure Charles de Poumerac de Maredon, ingénieur de développement Hydrotube, qui nous rejoint également. Vous voyez que c'est un sujet très sérieux puisqu'on est quelques jours après le 8 mars et on n'est que des hommes autour de la table. Donc ça doit vraiment être un sujet sérieux. On parle avantage mer des ressources. La partie féminine doit être représentée par la mer, mais en tout cas, on essaiera de parler pour l'ensemble de l'humanité. Il y a un propos qui a été dit et redit assez régulièrement et qui est éminemment vrai quand on parle du monde et encore plus quand on parle du littoral, c'est que face au dérèglement climatique, nous, les dirigeants, les adultes, ne sommes globalement pas matures et que les enjeux qu'on a mis en place jusqu'à maintenant ne sont qu'une toute petite partie de ce qu'on doit mettre en place pour répondre dès maintenant à l'urgence climatique, environnementale, sanitaire, mais aussi inventer de nouveaux modèles économiques, innover et montrer qu'on est capable de franchir le chemin. Donc je crois qu'on a une série de 2 tables rondes. La première, que je vais modérer sur le thème avantage mer des ressources, qui nous montre le potentiel autour des énergies marines, des énergies du littoral et des énergies en mer. Et une seconde qui sera plus sur la dimension territoriale et de construction d'écosystèmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le directeur de Green Cross France et Territoires, et donc une ONG de gouvernance créée par Gorbatchev et Cousteau. Et je suis également ici président du comité d'orientation scientifique du Learning Center de la ville durable, juste en face sur le Môle 3, où nous avons commis une co-inspiration le 22 janvier, dont je vous invite à revoir la publication. Il en reste encore quelques exemplaires papier. Eric l'a cité tout à l'heure, quand le maritime accélère la transition énergétique. On va parler pendant les 45 minutes à venir, et j'insiste sur le fait que c'est un débat de 45 minutes. Je sais que certains des intervenants sont frustrés de ne pouvoir présenter tous les transparents qui sont voulus présenter, mais on va parler avec la voix sur le fait qu'on est en train, vous l'avez vu, de construire dans des villes moyennes, dans des territoires littoraux, apprenants, industrialo-portuaires, un passage qui est un passage de la vulnérabilité à la résilience qui n'est pas évident du tout. Dans les années 80, c'était très 20e siècle, l'avenir avait une direction et on voyait bien où allait être orienté le futur. On a ici un panel très diversifié pour en parler, mais on a une direction de futur possible, qu'on espère être des futurs souhaitables, sinon vous n'aurez pas choisi pour venir, sur lequel il faut apprendre à penser en 4D. C'était ce qui était très bien montré tout à l'heure par la photographie d'Éric. Diversifié, décarboné, décentralisé, et puis on le voit avec le grand débat, démocratique. On a très régulièrement dans le cadre du Learning Center des tables rondes sur lesquelles on remet les choix en débat. On se rend compte avec tout ce qui se passe à l'échelle européenne, et je n'insisterai pas d'ailleurs sur à quel point les voies qui peuvent être choisies par la Grande-Bretagne et les éventuelles conséquences du Brexit peuvent faire balancer
d'un sens ou dans l'autre les orientations que nous choisissons pour un écosystème industriel ou portuaire, mais il faut apprendre à vivre avec cet incertain, à reconstituer une résilience, et ce d'autant plus qu'il a été rappelé un petit peu plus tôt dans la matinée qu'on est sur une ville 60 cm au-dessus du niveau de la mer. Donc si on y prend garde, on a les pieds dans l'eau. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'innovation et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'innovation de rupture forte? Tout à l'heure, dans les statistiques du GIEC, on nous rappelait que l'accord de Paris a pris des engagements pour correspondre en fait à 70% de la cible des 2 degrés. Les 30% restants, c'est sur des technologies qui n'existent pas aujourd'hui, qui seront mises en place par des innovateurs à l'échelle du territoire, qu'il va falloir les trouver. Et là, vous avez un défi collectif, messieurs, mais mesdames aussi, c'est qu'il faut les trouver plutôt vite, avec des mots-clés qui sont innover, accélérer la transition, faire système, trouver des solutions qui soient robustes et alternatives au changement. Et j'arrive à la fin de la première page, donc ça doit être que j'ai assez parlé dans mon propos introductif et qu'il est temps de vous présenter. Donc, je vais tout d'abord commencer par François Lambert. Vous êtes délégué général du GICAN. Vous connaissez par ailleurs très bien le nord et le territoire dunkerquois, très bien la mer. Et vous allez vraisemblablement commencer par nous faire un panorama du bouquet d'énergie qui est disponible et des atouts que nous avons par rapport à ces énergies. Avec vous, Jean-Luc Stanek, et la solution AS que certains ont vu d'ores et déjà au café. On va parler de solutions pionnières et de votre connaissance des énergies marines et de ce qu'il est possible de faire. Et avec vous, Charles Depuy-Mourac de Maredon, on va parler du retour d'expérience que vous avez autour de la mise en place de l'hydrolien fluvial, de ce qui se passe au port de Bordeaux et de quoi ça peut être non seulement utile en termes de système de production, mais inspirant en termes de solutions qui contribuent à un mix énergétique. Donc sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de rester dans un mode de débat le plus interactionnel possible. On a une petite quarantaine de minutes maintenant, et que vous ouvriez le débat, François, en nous faisant un panorama des différentes solutions qui sont possibles, de leur niveau de maturité industrielle, et de qu'est-ce qui est prometteur et qu'est-ce qui est une solution de transition. Merci, vaste programme. Bonjour à tous. Moi, je remplace au pied levé Marc Lafosse, qui est le président d'un bureau d'études qui s'appelle Énergie de la Lune et qui était censé intervenir sur le sujet. Il est d'autant plus légitime pour intervenir sur le sujet qu'il est président d'une commission dédiée aux énergies marines renouvelables au sein du syndicat des énergies renouvelables. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous expliquer ce qu'on fait sur les énergies renouvelables au sein du groupement. Avant de parler de la filière des industriels de la mer, ça fait bis repetita avec ce qu'on s'était dit à La Rochelle il y a quelques temps, et puis du niveau d'incitation, effectivement de maturité, qu'on peut arriver à suggérer au regard de la dimension industrielle de ce propos. Donc le groupement des industries de construction navale, c'est un syndicat professionnel qui est en fait la fédération des chantiers navals en France. Il aura échappé à personne, et effectivement encore plus à Dunkerque, qui est un territoire que je connais un petit peu. Je salue le président du conseil de surveillance du port, avec qui j'aurai le plaisir d'intervenir tout à l'heure, parce que j'ai œuvré à ses côtés. Les chantiers navals ont périclité dans les années, à partir des années 70 en Europe, d'abord avec la concurrence japonaise, ensuite avec la concurrence coréenne, et puis depuis les années 90, de manière de plus en plus flagrante, avec la concurrence chinoise. Et donc il a fallu trouver des alternatives au process industriel qui étaient ceux des chantiers navals, des chantiers historiques. Donc ça s'est traduit par de la réparation navale, et c'est d'ailleurs une des forces de Dunkerque aujourd'hui, avec des possibilités de transformation de navires. Le GNL fait partie de ce bouquet global, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Même si on pourrait y revenir, parce que c'est une belle étape dans une métamorphose vers un bilan de meilleure efficacité énergétique globale, où on risque
risque demain de fabriquer un tout petit peu moins de voitures et où ça peut être un marché de diversification très utile. Tu as raison, mais après, on parle plutôt d'énergie. Enfin, j'ai compris la question qui était posée comme quelque chose lié aux énergies non fossiles. Et bien entendu, le GNL est une avancée importante, mais qui ne peut être que transitoire. Hein. C'est avéré aujourd'hui. C'est pas le paroxysme de la transition énergétique. Et on doit aller plutôt vers des solutions type hydrogène. Et évidemment, on doit pouvoir les encourager. Donc les chantiers navals se sont transformés. D'ailleurs, pour ceux qui s'imaginent ce que c'est qu'un chantier naval aujourd'hui, c'est pas uniquement là où on assemble des coques. Certes, c'est extrêmement impressionnant. Il y a d'autres représentants dans la salle qui le savent. C'est extrêmement impressionnant les formes qu'on peut avoir à Saint-Nazaire, chez Naval Group, chez Socarénam, plus près. Je ne vais pas vous faire tous les chantiers de France, mais c'est avant tout des intégrateurs. Et donc ces intégrateurs se sont posés la question de savoir comment ils pouvaient participer à la diversification d'activités, au renouvellement de ce mix énergétique. Alors ça apparaît aussi avec une politique de l'environnement et développement durable qui grandit à compter des années 90-2000, et puis les premiers appels d'offres liés aux énergies marines, aux énergies, à l'éolien offshore, à compter du début des années 2010, en 2012. Donc on a effectivement différentes marques d'intérêt de la part des chantiers qui sont des industriels de ce domaine et qui savent faire. Je pense notamment à STX qui a assuré un superbe virage dans les années 2000, qui était vraiment au fond du trou du fait de cette concurrence chinoise, et qui continue. Qui continue. C'est pas des industries extrêmement rentables aujourd'hui. Tous les bateaux de croisière que vous voyez sortir des chantiers de l'Atlantique, c'est une réussite commerciale très forte, technique, une prouesse technique, mais la concurrence est bien vivace, et elle l'est d'autant plus que des grands noms de la croisière mondiale font construire dorénavant des bateaux en Chine. Et ça, c'est une autre inquiétude qu'on peut avoir pour l'évolution du marché. Toujours est-il que, par rapport à la question qui a été posée, c'est une source de diversification très forte. Et dans les chantiers, il y a aussi les sous-traitants. Les sous-traitants, les intégrateurs et différents types de plateformistes qui, eux, se posent la question de savoir si dans le cadre de la transition énergétique, il n'y a pas des opportunités à développer ce type d'activité. Alors c'est comme ça que le GICAN, dans les années 2000, a créé une commission énergie marine, je crois, énergie marine renouvelable, je crois que ça s'appelait comme ça, mais qui était dans cette dynamique très industrielle. Et il ne vous aura pas échappé qu'il y a deux bouts de la chaîne. Il y a le constructeur de la machine, que j'ai à côté de moi en plus, et puis il y a le vendeur d'électricité. Et ça, c'est des intuitions ou des comportements qui sont nécessairement un petit peu différents. Et donc dans la valorisation de ce mix énergétique, il y a un intérêt plus ou moins fort. C'est mon deuxième point par rapport à la maturité que tu demandais. La maturité technologique de certaines ressources de ce mix énergétique nouveau, il y a eu un encouragement de l'État qui a été donné dans les années 2010 sur l'éolien offshore, considéré comme une technologie mature, une déclinaison de ce qui se faisait en fait au plan terrestre. Et puis le commissariat général à l'investissement a mis en place un certain nombre de paliers de la brique technologique au passage industriel, en passant par la ferme pilote, pour permettre à d'autres technologies de s'inscrire dans cette dynamique. Alors, je vais pas grader le niveau de maturité. Je vous dis, j'ai remplacé Marc qui lui vous le dirait beaucoup mieux que moi. Mais on a l'hydrolien qui a fait les gros titres de la presse récemment avec les décisions qui ont été prises suite à la fermeture d'Open Hydro, qui avait été racheté par Naval Group, et puis qui est devenu en fait une des composantes de la filiale de Naval Énergie. Il y a le moins mature peut-être le houlomoteur. Il y a les énergies thermiques des mers qui sont extrêmement intéressantes sur différents territoires, et notamment quand on est un pays comme la France avec des possessions et une surface maritime aussi étendue, une responsabilité maritime aussi étendue, puisque cette variation de température entre ce qui est très profond et la surface permet d'avoir des systèmes alors, soit du seawater air conditioning, soit effectivement des énergies thermiques, mais le problème technique est, à ma connaissance, pas encore complètement
complètement résolue. Tout ça alimentant ce mix énergétique. Et puis les déclinaisons autour de l'éolien offshore posé, qu'on espère à un moment voir arriver. Le 3e appel d'offres, donc les annonces, vous les connaissez comme moi. Elles ont été faites à plusieurs reprises par des gouvernements successifs. Le 1er et le 2e appel d'offres, on attend encore la mise en place des éoliennes. Il y a quand même une éolienne en face de Saint-Nazaire, ce qui est pas mal au bout de 15 ans. Même si l'ensemble des documents du ministère de l'écologie pendant 15 ans ont justement essayé de promouvoir ce type de technologie. Là où d'ailleurs les Allemands se posent la question de savoir comment ils vont enlever les premières éoliennes qu'ils ont posées. Bon, ça pose d'autres types de questions. Et donc on essaye de promouvoir ce type de technologie. Moi je le fais aujourd'hui au sein de GICAN par un mécanisme un peu plus fluide que ce qui paraissait très nébuleux auparavant. Ceux qui ont connu le CORICAN, le Conseil d'orientation pour la recherche, l'innovation, la construction et les activités navales, il faut le dire d'un seul coup parce que sinon ça ne marche pas, c'était un des guichets existants permettant la promotion de ces technologies. Pour autant, ça ne marchait pas vraiment. D'abord parce qu'il y avait un seuil critique par rapport au projet à promouvoir. Et donc, bien souvent, le porteur de projet, quand il démarre, il n'a pas forcément 2 millions d'euros sous le coude. Ce qu'il recherche, c'est avant tout des perspectives de développement plus qu'une capacité d'incubation, qui est, elle, permise par les pôles de compétitivité ou les agences de développement régionales qui aident à la promotion du projet. Et donc, on a voulu repenser ça à l'intérieur de ce qui s'appelle la filière des industriels de la mer, par un lieu de rencontre unique entre les porteurs de projets et les différents guichets existants. Et il y a une des feuilles de route, on a 4 feuilles de route, il y a une des feuilles de route qui s'appelle Smart Offshore Industry. Bon, on peut résumer ça sur la croissance bleue, qui vise à promouvoir ce type de technologie pour que les porteurs de projets industriels, futurs industriels, puissent se mettre au niveau des exigences des différents guichets publics, peut-être même des guichets privés, puisqu'il y a de plus en plus d'investissements privés en la matière. La revue d'analyse financière a fait récemment un petit document là-dessus. Il y a tout ce qui se fait, même très en amont, avec Mer Angels, etc. C'est pour que ces porteurs de projets connaissent mieux et un meilleur accès plutôt aux différents guichets publics existants. C'est presque une capacité de démocratisation de l'accès au guichet. Justement, la transition est peut-être toute trouvée par rapport à l'activité de Jean-Luc, et puis on reviendra vers la suite de votre propos juste après, puisque vous êtes venu un petit peu comme nouvel entrant, même si vous connaissez bien le monde du maritime, dans le secteur très urbanisé en transition que nous décrivait François, en mode couteau suisse, puisque vous inscrivez complètement dans une démarche de la vulnérabilité à la résilience, et que non seulement vous avez un produit avec un concepteur, une machine qui tourne et qui produit de l'électricité, mais aussi quelque chose qui atténue la puissance des vagues avant qu'elles n'affectent le littoral, je crois. Oui, absolument. Et c'est une rupture technologique dans le sens où on récupère toutes les vagues, c'est-à-dire même les plus petites, les plus chaotiques. Sur le lac Léman, on fonctionnerait encore 60% du temps. Et donc ici, à Dunkerque, pratiquement 100% du temps. Et comme les vagues sont plus hautes le soir et plus hautes le matin en hiver, on est en phase avec la consommation, ce qui réduit la problématique du stockage et donc permet une meilleure intégration au réseau, un peu comme l'hydrolien fluvial. L'intérêt aussi, c'est que comme les vagues, c'est une onde gravitaire dont l'énergie se situe en surface, ça permet de désorganiser, de par son mode de fonctionnement, qui est un peu comme une amélioration de la grande digue de Monaco, qui fonctionne un peu comme ça. Ça permet de déphaser le mouvement des molécules d'eau. Donc on a pris que 5 à 6% de l'énergie, c'est-à-dire un maximum 4 kW par mètre carré, ce qui est quand même plus de 20 fois mieux qu'un bon panneau solaire. Mais cette énergie se retrouve derrière, mais elle est complètement désorganisée, et donc ça supprime les mouvements de jet de rive qui détruisent le rivage. Donc on a une très très forte composante de protection côtière, et comme dessous les courants passent, on est très écologique. On peut faire des ports flottants qui coûtent moins cher qu'un port classique ou qu'une ville classique, tout en produisant de l'énergie, en restant écologique, il n'y a pas de concentration des polluants derrière. Et du coup, quel est le modèle de mise en marché ? Le modèle de mise en marché, c'est que nous, avec les copains, on a mis 1 million d'euros de notre poche.
Mais l'État français n'a toujours mis pas le moindre centime parce qu'ils n'y croient pas. ACE résulte de 15 ans d'études, des 1200 brevets qui ont fonctionné. Alors c'est un vieux copain, Archimède, il y a 2200 ans, qui a montré que lorsqu'on mettait un tube dans l'eau, au passage de l'eau, l'eau monte et descend dans le tube. Donc moi, c'est très simple, j'ai mis un gros couvercle dessus, on a fait un espèce de gros nid d'abeilles, des gros bacs à glaçons, qui donnent une très grande rigidité structurelle pour un faible coût et une très bonne efficacité. Et ça permet, que lorsque l'eau monte, de compresser l'air, qui rentre dans un gros réservoir d'air comprimé. Et une turbine est étudiée avec des spécialistes qui font des turbomachines de turboméca, qui nous a fait une turbine à 91% de rendement, qui est pour l'instant la meilleure machine au monde de récupération des faibles pressions. Donc on a été reconnu à plusieurs reprises, en premier lieu par E5T, que je remercie, qui nous ont mis un peu le pied à l'étrier en reconnaissance, puis par l'Europe, le prix d'excellence de la Commission européenne, transition énergétique, etc. Donc ce sont des gros caissons de 12 mètres, totalement modulaires, qu'on peut poser partout. Les autres systèmes, comme vous le voyez sur la carte précédemment, les autres systèmes permettent de prendre l'énergie dans la zone rouge, ou cherchent à la prendre à des coûts complètement prohibitifs, alors que nous, comme on prend toutes les petites vagues, on peut se mettre partout. C'est donc de l'énergie propre, partout, pour tous, tout le temps, à bas coût. Là, on a le site de l'École centrale de Nantes, sur lequel vous voyez la statistique des vagues, les statistiques cumulées, et on voit qu'on prend de l'énergie efficacement à bas coût 95% du temps. Donc plus de 8 000 heures par an, avec un prix du kilowattheure qui sera inférieur à 50 € du mégawattheure, soit 5 centimes. En très grande série, on pense le diviser par 2. Voilà. Et bravo, parce que Jean-Claude est quand même arrivé à placer ses slides en plein milieu du débat. Il fallait y arriver. On a dit qu'on allait faire les choses sans slides, mais la transition avec Charles est également tout trouvé, puisque vous êtes plutôt en système fluvial, avec une expérimentation, je crois, où la ville de Bordeaux a choisi de jouer le jeu et s'est dit que si Archimède avait posé les bases en son temps, on devait être en mesure de faire quelque chose au XXIe siècle sur le sujet. Tout à fait, et ça reprend un petit peu les propos de Jean-Luc. Nous, on est parti aussi d'un constat simple, qu'une hélice dans l'eau, ça tourne et ça a toujours propulsé des bateaux, donc pourquoi pas faire l'inverse et capter de l'énergie avec. Et donc aujourd'hui, on a développé une hydrolienne fluviale flottante, donc qui est dans la Garonne depuis 2015. Qui a, dans un premier temps, servi à faire une validation de concept, je dirais, sur la première année de fonctionnement. Au bout de cette première année de fonctionnement, on a fait un audit technique complet pour voir quelles étaient les améliorations et quel était le retour d'expérience, parce que la Garonne, c'est pas un fleuve tranquille ni très clément. Donc on a eu des améliorations et des modifications à apporter à cette machine. Et donc courant 2016 et début 2017, on a rapproché notre machine de nos locaux. Donc pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, on est face à la Cité du Vin, côté rive droite. Donc au pied des CNB, qui sont un peu nos grands frères. CNB est une entreprise du groupe Beneteau qui fabrique des bateaux de luxe de plaisance et qui est notre grand frère sur le projet, qui nous a aidé à la conception et à la fabrication du démonstrateur qu'on a aujourd'hui. Et donc en 2017, on rapproche notre machine avec un nouvel objectif qui n'est plus simplement de produire de l'électricité, mais qui est de convertir, réguler et stocker cette électricité. Donc c'est courant 2017, au mois d'août 2017, qu'on a pu raccorder notre machine à nos locaux et fonctionner en autoconsommation sur les locaux de la société. Et à cela, on a ajouté tout un village démonstratif, parce que de nos retours terrain en Afrique, et enfin dans tout ce qui est pays en développement, mais on a plutôt prospecté en Afrique, qui est le modèle qu'on vise nous aujourd'hui pour le développement de nos machines, on s'est rendu compte que les réseaux off-grid étaient très souvent les plus propices à l'installation de ces machines et les plus fréquents, puisqu'il y a beaucoup de problématiques de transport de l'énergie et de transport de l'électricité dans ces pays-là. Donc on s'est dit, mettons-nous comme dans un village isolé en Afrique et créons le village démonstratif qui représenterait tous les postes de consommation
qu'on adjoindrait, nous, à l'implantation de nos hydroliennes. Parce qu'aujourd'hui, on apporte de l'électricité dans ces zones-là, mais on souhaite aussi apporter du développement socio-économique à la zone, puisque c'est des gens qui n'ont jamais eu l'électricité, et il faut, alors c'est pas les éduquer, mais les accompagner dans cette découverte et dans les bons modes de consommation de cette électricité, avec des équipements qui ne sont pas vétustes et qui ne consommeraient pas trop d'énergie. Donc on a fait sur Bordeaux un village démonstratif avec des consommateurs type artisanaux, avec du séchage de fruits, du broyage de graines, et une habitation, une zone industrielle et une zone agricole avec du pompage d'eau et de l'irrigation. Et on avait même un petit potager qui a grandi grâce à l'énergie que nous fournissait l'hydrolienne et à laquelle était branchée notre pompe d'irrigation. C'était d'ailleurs un point que personnellement j'ai trouvé très surprenant pendant la fête du fleuve et puis au-delà de la fête du fleuve, de voir à quel point vous étiez, à travers une innovation technologique, en train de nous montrer toute la mutation et non pas la transition ou la transformation qu'il va nous falloir accomplir pour réfléchir efficacité énergétique, usage de l'énergie, appropriation d'un système en se disant qu'est-ce qu'il apporte au territoire. Sur la table ronde d'après, on va voir justement plus la dimension écosystémique, mais vous avez considéré qu'il était de votre rôle d'innovateur de faire cette pédagogie et cette mise en débat pour que les gens puissent s'approprier le sujet sur toute la chaîne. Tout à fait, parce que déjà l'hydrolien fluvial, on parle beaucoup d'hydrolien, mais c'est l'hydrolien très souvent marin qui nous fait un peu une mauvaise com, on va dire, au vu de ce que disait François aujourd'hui avec Naval Group. Et sur l'hydrolien fluvial, c'est complètement différent. On est sur des coûts de fabrication qui sont plus faibles. On est sur également des puissances plus faibles de nos machines, mais on est aussi sur des coûts de raccordement beaucoup plus très inférieurs. Puisque nous, notre machine, pour exemple, à Bordeaux, elle est à 150 mètres de la rive. Donc en termes de coût de raccordement, ça n'a rien à voir avec des projets hydroliens marins. Donc effectivement, d'une part, il fallait que nous, on s'identifie un peu mieux sur l'échiquier des énergies renouvelables, je dirais. Et en plus de ça, il faut amener, je pense, et c'est la volonté de la société, un développement aux zones isolées et aux zones non connectées qui, aujourd'hui, fonctionnent avec des groupes électrogènes et n'ont pas une utilisation très, très pertinente de l'énergie ou dans le but d'une transition énergétique convenable. Alors justement, je voudrais vous redonner la parole, François, par rapport à cette question de la marque France et les atouts de la marque France. Quels sont les grands atouts dont nous bénéficions en termes d'énergie marine et quelles sont les choses sur lesquelles il faut que nous mutions, que nous consolidions nos forces, que nous bossions différemment, etc. Je vais être un peu cash, hein, mais les grands atouts dont on bénéficie comme marque France, c'est uniquement les porteurs de projets. Puisqu'à ce stade, malgré différents appels à projets, il y a très très peu, je ne parle pas de l'expérimental, il y a très très peu d'énergie marine qui marche. L'État n'a pas souhaité mettre en place d'appels d'offres commerciaux autrement que sur des technologies dites matures, alors que beaucoup de pays se sont lancés là-dessus. Donc la marque France là-dessus est quand même pas terrible. Moi, je suis assez catastrophé de le dire en tant que fonctionnaire en détachement, mais il y a sans doute un passage à l'acte qui n'a pas été suffisamment mûri de la part des gouvernements successifs. Là, je ne fais pas de politique, mais les différentes annonces qu'il y a pu avoir à la fin de la mandature de François Hollande n'aident pas forcément à la conduite d'un projet industriel. Donc quand je dis ça, je dis rien. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas d'appel d'offres commerciaux dans notre pays, on ne peut pas promouvoir la marque France à l'étranger. Sinon d'ailleurs, il n'y aurait pas ces succès je parlais des chantiers navals, il n'y aurait pas ces succès sur les chantiers navals civils. On ne vendrait pas autant de bateaux issus de Saint-Nazaire, on ne vendrait pas autant de bateaux de guerre faits par Naval Group. Et par plein d'autres chantiers, Socarenam, Quash, CMN, etc. Donc il y a l'impérieuse nécessité pour un pays qui s'est ouvert, qui a permis à des chercheurs de travailler sur des solutions qui sont liées au mix énergétique par les préoccupations que vous pouvez avoir. Ce que tu disais sur l'Afrique est parfaitement
intelligent à l'échelle en tant que problématique sociétale. Hein. Et moi, je l'admire vraiment parce que je pense que c'est le stade d'après, mais vous êtes dans l'anticipation et c'est vraiment très bien. Donc ce mix énergétique, il doit être promu à l'extérieur et on doit favoriser ce type de développement. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a 2 points sur lesquels on a eu 2 interpellations fortes de Charles et de Jean-Luc. C'est que dans le cas de Jean-Luc, on est sur de la lutte contre l'érosion côtière et de la production énergétique. Dans le cas de Charles, on est sur un écosystème off-grid avec une dimension d'accès à l'énergie, de valorisation de l'énergie. Tous les deux, vous avez parlé de stockage. On a l'impression que finalement, du côté des startups prometteuses, c'est peut-être effectivement que 5T les a bien choisis, mais cette intégration écosystémique, elle est dès le départ dans la proposition de valeur. Sans doute que 5T les a bien choisis, c'est évident. Mais au-delà de ça, moi, là où je veux lancer un appel et qu'on lance très, très régulièrement, c'est sur ce qu'on appelle communément le tunnel de cache. Faire le pari des énergies marines, comme faire le pari d'un mix énergétique nouveau, c'est parier sur l'avenir. Quand on parie sur l'avenir, il y a nécessairement un risque. Ce risque, il est assumé par qui? S'il est assumé par Jean-Luc et son copain Archimède, c'est compliqué, quoi. Enfin, Jean-Luc n'a pas des moyens démentiels et ça ne marchera pas forcément. Donc ça va être 1 million d'euros mis bout à bout. C'est pas rien, 1 million d'euros. Enfin, moi, j'ai pas 1 million d'euros sur moi, je peux pas les. Mais je crois en cette technologie. Non, ce risque, il doit être assumé par les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, c'est l'État. Le tunnel de cache qui ne permet pas à d'autres structures que des grands groupes. Et là, je pense qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur Naval Group parce qu'ils ont eux aussi, ils ont un actionnaire public certes, mais ils ont eux aussi subi les difficultés qui sont liées à ce tunnel de cache, parce qu'attendre pendant 5 ans le paiement de ce qu'on appelle des avances remboursables ou des subventions modulables, etc., après moult dossiers, c'est compliqué. Je rajouterai une complexité supplémentaire. Vous avez compris que moi, je ne suis pas un innovateur. Hein, j'ai jamais rien créé de ma vie. J'essaie juste d'organiser des choses. Et j'admire ce que font les porteurs de projets. Et j'essaie de leur faciliter la vie par la mise en place de structures qui fassent que l'interface qu'il y a entre le porteur de projet et le guichet soit plus simple. La vraie innovation méthodologique, ce sera quand le porteur de projet aura moins de temps à passer à rédiger des dossiers de subvention que finalement à développer son projet. Parce que le parcours du combattant pour aller chercher des subventions, il est... Enfin voilà, tous ceux qui ont essayé d'innover dans cette salle savent que c'est extrêmement compliqué. C'est pas juste en parlant d'innovation de rupture une fois tous les 34 du mois qu'on arrivera à véritablement promouvoir l'innovation dans ce pays. Donc il y a des systèmes qui existent. Nous, on a fait un rapport sur le soutien à l'innovation maritime dans le cadre du comité France Maritime. Je pense à ce qui se fait aux États-Unis avec la DARPA, la Defense Advanced Research Agency, je ne sais plus quoi. En tout cas, c'est une agence de défense où il y a 120 personnes, 120 fonctionnaires sans doute, enfin peut-être de droit privé, j'en sais rien, 120 personnes qui gèrent 3 milliards d'euros. C'est de la subvention. Et il y a ce qui s'appelle 3 milliards de dollars, pardon. La différence, c'est pas... Ça s'appelle un droit à l'échec, voire un devoir de l'échec. Parce qu'en fait, les 7 ou 8 technologies qu'on va arriver à promouvoir sur les 100 qu'on trouve au départ, ces 7 ou 8 technologies, je peux vous garantir que ça donne Internet derrière. C'est ça le vrai sujet, c'est d'arriver à permettre à différents innovateurs qui veulent tester un accompagnement suffisant pour arriver à la maturité technologique qui générera demain les capacités de développement. Et c'est ce phasage qui a pu exister entre la brique technologique, la ferme pilote et la dimension industrielle. Je peux parler pendant des heures de l'éolien en mer, de l'éolien posé, de l'éolien flottant, etc. Justement, on y viendra sur la suite et la dimension écosystémique qui sera une transition toute trouvée. Et je termine juste, je dis que quand je parle de responsabilité de l'État, je pense que c'est aujourd'hui un changement de paradigme et c'est l'État dans ses différentes composantes qui doit pouvoir y arriver. Et il y a des soutiens qu'il faut arriver à améliorer. Il y a de l'huile à mettre dans les rouages. Quand on entend la BPI, moi j'ai entendu encore Nicolas Dufour il y a quelques jours, ils sont extrêmement volontaires. Simplement, il faut passer aux actes. Il faut que localement, Jean-Luc, dans le développement de son projet, Charles, puisse arriver à trouver les subsides nécessaires à ce qui s'appelle du financement, non pas de développement, mais de la capacité de test qui permettra demain du développement.
Alors justement, au niveau de ce territoire, beaucoup y travaillent à travers le projet territoire d'innovation qui avait été évoqué à ce stade. Ça n'est pas un hasard s'il a perdu entre 2018 et 2019 la grande ambition qui, entre parenthèses, mais en tout cas, une partie de mobilisation et de massification des moyens reste disponible. Et on s'approche de la fin du débat, mais du coup, j'avais envie de vous interpeller, et Charles et Jean-Luc, sur qu'est-ce qui vous manque le plus urgemment. Est-ce que c'est du cash? Est-ce que c'est des marchés? Est-ce que c'est des territoires? Est-ce que c'est une mise en réseau? Est-ce que c'est une capacité à être dans la rupture et dans l'accélération que Greta Thunberg réclame dans la rue avec quelques jeunes supporters tous les vendredis? Qu'est-ce qui manque le plus cruellement? C'est ce que François a bien expliqué. Hein. Aujourd'hui, on a des technologies qui marchent, on l'a prouvé, qui marchent à l'échelle 1. On a des clients qui attendent, et ils n'attendent pas un prototype, ils attendent un pilote. Et on a des institutions qui ne font pas leur travail. BPI France m'a écrit qu'ils n'investissaient plus dans les énergies marines. Quel est leur rôle là-dedans, dans la transition énergétique? C'est fantastique. Donc, en fait, on a besoin juste d'un petit pré-relais pour arriver au marché avec des clients qui nous attendent. Aussi bien Charles que moi. Voilà. Bon, ça, c'est un tout petit outil d'ingénierie financière à faire et à mettre en place. C'est vrai, je rejoins François et Jean-Luc. Aujourd'hui, nous, on a une technologie clé en main qui est disponible à Bordeaux. On a une hydrolienne, des convertisseurs, un parc de stockage et une prise électrique qui est prête à fournir de l'électricité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on sent bien qu'on intéresse beaucoup de monde, mais on est un peu comme dans le solaire il y a 20 ou 25 ans et les gens se demandaient est-ce que c'est rentable, est-ce qu'il faut faire le pas de mettre des panneaux solaires sur sa maison. Alors là, c'est pas mettre une hydrolienne pour sa maison parce qu'on peut alimenter plus de foyers, mais c'est effectivement ce moment-là, en tout cas pour Hydrotube Énergie, je pense que pour Jean-Luc c'est pareil, c'est le moment où on a besoin effectivement de subventions et de l'État pour aller chercher des sites pilotes, des sites de démonstration, parce qu'on n'est plus en phase de prototypage, et véritablement prouver après à nos futurs clients que ça fonctionne. Ok, 15 secondes de François et on s'acheminera vers le mot de conclusion. Un mot avant ta conclusion, c'est la souveraineté. C'est le vrai sujet. Parce que c'est pour ça que je suis content de lier le sujet du naval de défense à la question des énergies marines. C'est une question de souveraineté. C'est-à-dire, ce que tu dis là sur la question du solaire, moi, la dernière fois que je suis allé à Munich, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, moi je fais le trajet toutes les semaines pour aller travailler sur de l'importation de panneaux solaires. On ne fait plus ces panneaux en France. On aurait pu le faire, etc. Et demain, ce type de technologie sur lesquelles vous allez trouver un fonds d'investissement étranger qui va plaire à Jean-Luc parce qu'il va dire moi ça m'intéresse et je vais développer ça, ça va amener à un mix énergétique qui sera très très performant dans des pays comme la Thaïlande, comme l'Indonésie, etc. Et ça va nous échapper. Et ça c'est vraiment dommage et je pense que c'est une question, je termine par là, de souveraineté et de politique publique. Et je revendique une fois de plus la création, ou en tout cas la structuration autour d'une grande politique publique maritime dans laquelle on arrive à régler un ensemble de problèmes d'une manière territoriale et non pas dans une approche en silo qui mettrait la direction générale énergie-climat face à la direction générale des infrastructures, face à une autre direction générale et qui nous empêche aujourd'hui de régler les problèmes de manière territoriale et dans cette approche globale d'une politique publique. Voilà. Je crois qu'on a bien compris le message. Pour information, il y avait d'ailleurs sur toutes les îles du Pacifique, de l'océan Indien et de l'océan Atlantique, qui souvent sont des laboratoires énergétiques, des concertations entre l'Union européenne et les petits territoires d'outre-mer qui avaient lieu du 28 février au 1er mars. Ni la société civile, ni les entrepreneurs n'ont été invités par les organisateurs, malgré leurs sollicitations. On sait qu'au niveau des territoires, d'autres choses sont en train de bouger. Il y a un petit message et une petite alerte que je souhaitais en 15 secondes transférer aux organisateurs et aux contributeurs de la table ronde d'après. C'est qu'en novembre 2018, à Dunkerque, a eu lieu un CIMER, un comité interministériel à la mer historique, qui actait de la sortie du plastique à horizon 2025. À ma connaissance, le président de l'ADEME, Arnaud Leroy, et beaucoup ont salué cette nomination, a été désigné comme champion pour la sortie du plastique jetable à horizon 2025.
Je ne sais pas si les décrets d'application sont parus. Je crois que quand j'étais dans le train tout à l'heure, ils ne l'étaient pas encore. Mais par contre, quand je regarde tout autour de moi, je me rends compte qu'il y a un potentiel pour changer nos comportements et aussi pour avoir des filières industrielles d'excellence, et dans le domaine biochimique, et dans le domaine technique, et dans le domaine des applications, qui font que sur ce type d'économie-là, on peut aussi faire des économies de la transition, au même titre que la réparation navale, que la déconstruction ou que la reconversion. Et là, on est vraiment dans les écosystèmes et la toile industrielle. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi.